Please continue, Mr. Karadzic. Le président, veuillez poursuivre Monsieur Karadzic, l'accusé. Merci. En ce qui concerne le point 1, génocide dans les municipalités, Monsieur Tiger cherche à présent à se dissocier de l'affaire Stakic, Brejjanin et de l'affaire Krajišnik, au cours desquelles la Chambre a acquitté les accusés du chef de génocide et dit qu'il y avait des différences entre les accusés et que les accusés n'avaient aucune autorité sur l'armée. Toutefois, ce n'est pas ce qu'il a dit lorsqu'il a voulu reprendre des milliers de faits jugés de ces différents jugements. Il a essayé de placer la Chambre dans une situation où elle croirait que les intérêts des accusés coïncident avec les intérêts de Karadzic. En contestant les preuves, et notamment les preuves relatives aux crimes et expulsions attribuées à l'armée, dans ces cas, le bureau du procureur a présenté des accusations selon lesquelles les organes locaux, dirigés par Stakic et Brejjanin, coopéraient étroitement avec l'armée dans le cadre de l'entreprise criminelle commune visant à perpétrer un génocide. Il s'agit là tout simplement d'une tentative de dissocier les accusés en question du comportement de l'armée de la Republika Srpska dans différentes municipalités en 1992. Toutefois, c'est trop tard parce que le bureau du procureur avait déjà pris position lorsque ces affaires ont été jugées. Si l'accusation avait présenté de nouveaux moyens de preuve, dans le contexte de l'affaire Karadzic, peut-être que cette manœuvre aurait réussi. Toutefois, l'accusation n'a pas fourni de nouvelles preuves. Il s'agit des mêmes faits, des mêmes discours, des mêmes événements jugés par d'autres chambres par le passé, insuffisants pour rendre un verdict de génocide dans les municipalités, tant au sein de ce tribunal qu'à la Cour internationale de justice. Ces éléments n'ont jamais été considérés comme constituants ou constitutifs de l'intention de détruire les musulmans de Bosnie. Le bureau du procureur cherche à obtenir une conclusion sur l'intention de génocide basée sur les expulsions forcées. Toutefois, les preuves relatives aux expulsions forcées pointent dans une toute autre direction. Ni M. Tiger ni le bureau du procureur n'ont expliqué pourquoi il existait une intention de détruire les musulmans de Bosnie et pourquoi un tel nombre de musulmans qui se trouvaient sous le contrôle de Serbes de Bosnie, qui ont été détenus, interrogés, et vivaient dans ces villages et ces municipalités en 1992 et par la suite, pourquoi ils ont été autorisés à s'en aller. On ne peut pas parler en l'espèce d'expulsion forcée. Nous pouvons confronter l'une et l'autre thèse à la lumière des preuves. Si le but était la destruction, pourquoi leur avoir donné la possibilité de s'inscrire dans des listes et de prendre des bus pour se rendre là où bon leur semblait?
des bus qui avaient été payés. Rien de tout cela n'a convaincu ni la Cour de justice, la Cour internationale de justice, ni la Chambre de première instance de ce tribunal du fait qu'il existait des forces ou que des forces ont été exercées dans les municipalités aux fins de détruire ce groupe de possibilités. Même si la possibilité en existait, cela n'a jamais été prouvé. Le bureau du procureur n'est pas parvenu à prouver le génocide tel qu'il est exprimé dans le chef d'accusation numéro 1. Aujourd'hui, le procureur a soutenu qu'au sujet de M. Harland, j'aurais déclaré que ce n'était pas vrai qu'il défendait le gouvernement de Bosnie-Herzégovine et qu'il n'est pas impartial. Lors de mes négociations avec ses supérieurs, M. Harland prenait des notes. Certains de ses supérieurs ont déposé ici, dont le général Rose, mais surtout ceux qui participaient aux négociations politiques, tels que les ambassadeurs Akashi et Cotillero. Le bureau du procureur ne m'a jamais interrogé au sujet de leur attitude. Ils étaient au courant, jusque dans les moindres détails, de ce que je pouvais accepter. Mais au lieu de faire cela, l'accusation interrogeait Harland, qui était incompétent pour déposer à ce sujet. Il n'avait pas de formation militaire. Toutefois, il a présenté une théorie au sujet de 3 formes de pilonnage. En ce qui concerne son impartialité, c'est une catastrophe. À la page 2128, cet homme a déclaré que le Conseil de sécurité, que les résolutions 824, 819 et 836 du Conseil de sécurité en appelaient au retrait de toutes les forces, à l'exception des forces du gouvernement de la Beyesh. Bien entendu, tous les bien entendu, il considérait comme illégaux toutes les activités de la Republika Srpska, parce qu'il ne savait pas que nous étions égaux. C'est encore le cas ici. Toutefois, il continue à dire que tout le monde devait se retirer, excepté les forces du gouvernement de la BH. Et donc, c'est une raison supplémentaire qui confirme qu'il était là pour défendre le gouvernement de la BH, que les Serbes étaient hors la loi et que le gouvernement était dans le droit. Et c'est la raison pour laquelle sa déposition doit être écartée, notamment la partie où il avance un avis sans aucun professionnalisme, puisqu'il n'avait pas de formation en la matière. Il n'était pas le seul. Il y a énormément de cas similaires à celui-ci. Banbury a reconnu les stratagèmes de l'armée de la BIH. Est-ce que vous pourriez, le président, est-ce que vous pourriez, M. Karadzic, répéter le numéro de page? L'accusé. Page 28 du compte-rendu d'audience d'aujourd'hui. Il est également dit que c'était déformer la vérité que de dire que Harland n'avait aucune idée de ce qu'il y avait lieu de faire. Banbury, quant à lui, a reconnu que l'armée de Bosnie-Herzégovine recourait à des stratagèmes. Aucun d'entre eux n'était au courant des résolutions des Nations Unies. Chaque fois qu'il y avait un nous remplaçant, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, il arrivait avec ses préjugés et sans connaissance digne de ce nom. Mais Banbury avait coutume
d'expliquer, de chercher à expliquer aux autres tout ce qu'ils savaient au sujet des résolutions des Nations Unies et du mandat des Nations Unies. Mais on peut voir à sa déposition qu'il n'y connaissait absolument rien. Harland fait également étalage de son ignorance au sujet de l'armée de la BIH. Même si nous avions présenté une foule de documents au sujet de cette armée et des tirs qui en émanaient, il considérait tout cela comme légitime et n'estimait pas nécessaire d'enregistrer ces tirs parce qu'ils étaient effectués par un gouvernement légitime selon lui. Nous sommes à la page 29 où M. Tiger dit que la liste de Jans ne comprenait pas des personnes qui avaient été tuées au préalable. Et la raison en est qu'il avait purgé cette liste. Il ne savait pas d'où venaient ces personnes. Il a écarté des centaines de corps exhumés. Le bureau du procureur prétend que tous ceux qui se trouvaient dans cette liste avaient été tués par balle. Même Jens a reconnu que ce n'était pas le cas parce que tous les autres documents montrent qu'un nombre important de personnes exhumées, pas de ces fosses communes selon Jens, mais de chacune des fosses, avaient été tuées en 92, 93, 94. Ce sont des personnes qui ont été exhumées de fosses communes également. Il est totalement illogique de prétendre que s'il y a 900 corps dans une fosse secondaire, personne ne peut déterminer l'emplacement de la fosse primaire. Il s'agit de différences qui ne peuvent pas être acceptées d'un point de vue juridique. Et ce sont les itinéraires remportés par la colonne pendant la percée. Donc il s'agissait de fosses primaires. Alors s'il y a 13 ou 10%, ça peut être une fosse secondaire, mais pour toutes les autres, c'était des fosses communes primaires. En ce qui concerne le 10e détachement antiterroriste, M. Tiger a dit que Erdemovich a déposé au sujet du détachement qu'il n'en avait que quelques-uns. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir comment se faisait-il qu'il avait été gardé secret pendant si longtemps et comment cela se faisait-il qu'il pouvait en parler? Il dit que tout le monde, à l'exception de quelques collaborateurs qui ne le disaient pas à Pédimis, et c'est ce qu'il a révélé plus tard lorsque Salapora a donné son témoignage. À l'époque, Erdemovich ne pouvait pas parler de la question pour éviter que Pédimis ne la prenne. Il se trouvait quelque part à l'hôpital à ce moment-là. Et ça, c'est un fait. À la page 33. Monsieur Tiger affirme en ce qui concerne des restes de surface à 2 endroits que ces restes avaient été découverts par Madame Albright après qu'elle eût été conduite sur les lieux, ne sont absolument pas le produit d'exécution de masse. Il s'agit de restes de combattants. Il ne s'agissait pas ni d'une exécution, ni de masse. Pour nous, il est clair et limpide que cela appelle une enquête. Toutefois, M. Tiger a déclaré qu'il n'y avait aucune intention de mener une enquête. J'ai démissionné en mai et je n'ai plus pu suivre le cours de ces enquêtes. À la page 35, M. Tiger déclare: est-il possible que, etc., l'armée ait tout simplement ignoré un ordre du président de commandant suprême? Lorsqu'une armée fait quelque chose, elle prépare un plan, elle prend des décisions, un
ordre préparatoire, un ordre exécutif sont préparés, on suit la mise en œuvre et ensuite des unités particulières sont affectées à l'exécution de ces ordres. À l'époque, on me suppliait, envoyez-moi 10 hommes. Il suppliait le MOUP de leur envoyer des gens pour effectuer certaines tâches. Ce n'est pas comme cela qu'une armée fonctionne. Certaines personnes peuvent le faire, mais pas une armée. L'armée prend des décisions différemment et les exécute différemment. L'accusation n'a pas dit un mot sur les éléments de preuve apportés par le témoin KV 586, qui éclaire fortement les événements, le comportement, les manipulations qui étaient censées nous stigmatiser à l'époque, afin d'obtenir une intervention militaire internationale. Mais cette question a été résolue devant les tribunaux et je pense que c'est une insulte au tribunal. Des 234 témoins qui, pour l'accusation, ont menti, aucun ou beaucoup n'ont pas essayé de minimiser les événements. En fait, ceci porte sur le transfert forcé et ils sont incapables de se mettre d'accord à ce sujet. De Bosanska Krupa et de la Krupa du côté sur le fleuve Una, du côté serbe, les autorités ont déplacé des musulmans d'un village vers un autre village dans la même municipalité et certains d'entre eux sont partis dans la municipalité de Sanski Most, vers le village de Tomina, pour s'épargner de la zone de combat. Et que Kliković a été acquitté devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine pour ces événements. Et vous devez savoir que ce tribunal a rarement acquitté des Serbes. De Bosanski Novi aussi, on a laissé le choix aux gens de se rendre à Banja Luka. Et ils ne l'ont pas voulu. En fait, ils ont essayé, ils sont arrivés à Doboj, et puis ils sont repartis. Et tous voulaient se rendre dans des pays tiers. Bon, ils ne l'ont pas fait où ils n'étaient pas contents de le faire, mais il ne s'agissait pas d'un transfert forcé, il s'agissait d'une tentative de pouvoir répondre aux besoins de la population parce que la situation l'exigeait. Alors il faut aussi garder à l'esprit que Doboj et Banja Luka se trouvent en Republika Srpska. Et pas seulement en Bosnie-Herzégovine, c'est aussi en Republika Srpska. Et je tiens à remercier M. Tiger d'avoir dit, lors de ses argumentations, qu'il avait déclaré les frontières de Republika Srpska comme étant des frontières d'État. Alors, lorsqu'il affirme que le transfert des civils de Republika Srpska en fédération musulmano-croate, eh bien, cela revient à dire que l'on passe d'un État à l'autre. Cela nous amène à Markale. Non, pardon. Non, je reste sur Srebrenica pour l'instant. Monsieur Tiger a rappelé que Dara, ou Behara, se reprend l'interprète, avait fait référence à 2 présidents ou 2 chefs. Mais K2Z 320, un témoin à charge, a déposé et a déclaré que Behara voulait créer l'impression en fait, il voulait impressionner les autres et leur montrer qu'il était lié à un commandant. Mais le témoin lui-même n'y a pas cru et il n'a pas pu trouver de lien avec le président Karadzic. Franz Kos est également venu déposer ici
et il a déclaré qu'il n'avait jamais entendu aucune référence au président Karadzic comme ayant ordonné que ces unités participent à des crimes, quels qu'ils soient, c'est-à-dire des exécutions. S'agissant de conjectures sur le lieu de destination des prisonniers, il est dit que personne ne savait que cela devait être la prison de Batkovitch. Alors je me souviens que cela a été mentionné au compte-rendu, mais nous n'avons pas l'enregistrement audio. Cependant, Milenko Todorovic a déclaré qu'à l'époque, on lui avait dit de se préparer à accepter à Batkovici un grand nombre de prisonniers. Cela a été annulé 2-3 jours plus tard, peut-être 5 ou 6, mais le fait est que cette intention initiale était claire, à savoir que ces prisonniers devaient se rendre à Batkovitch. Pomenem da kažu kako me Robert Frost. Tout à l'heure, et je ne peux m'empêcher de le dire, Monsieur Tiger a déclaré que Robert Frost m'avait demandé... Non, pardon, David Frost. Robert Frost est un poète. Le poète qui a dit que les bons voisins sont ceux qui ont de bonnes barrières. Donc, revenons à David Frost. Alors, David Frost ne m'a rien demandé sur ces 2000 personnes et leur sort. Il m'a posé des questions sur 15 000 personnes qui se trouvaient quelque part dans les bois. Cependant, M. Tiger veut créer l'impression que je savais ce qu'il était advenu d'eux et que je ne voulais pas le dire. Mais non, je ne le savais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'ils se trouvaient quelque part dans la forêt et tout le monde le savait en fait. Takođe, tužilac pokušava da razdrma slučaj odbrane koji se ne može razdrmati. Dans la même veine, l'accusation essaye de démolir la thèse de la défense qui ne peut être démolie par des morceaux de phrases déformés. M. Alsop ne dit pas ce qu'on lui attribue. À la page du compte-rendu 29 509, M. Alsop s'est vu demander la chose suivante. I postavio pred vas da je mogući udar. Même si ces rapports devaient être acceptés, notamment l'affirmation selon laquelle la trajectoire du projectile a été modifiée d'une façon ou d'une autre pour arriver à une marge d'erreur ou une déviation de 50 cm avant de frapper le sol, cela correspondrait à une marge d'erreur de 33%. Il a répondu à cela, oui. Mais cette discussion, en fait, ne tenait compte que des variables entre le moment où le projectile a frappé le sol et les 50 cm que le projectile a parcouru avant son impact. Et M. Alsop a déclaré
que des variables telles que le vent, l'humidité, la nature du sol avaient une incidence sur l'angle d'impact du projectile. Mais la question ne s'appliquait pas à d'autres objections fondamentales telles que l'impossibilité de calculer l'angle de chute à Marcalais 1 parce que l'empennage avait été déplacé avant que de le mesurer. L'empennage a été retiré et le cratère a été endommagé. Et encore plus le lendemain, lorsque Zečević s'est rendu sur les lieux. Et Alsop n'est pas le seul à l'avoir confirmé. Tous les enquêteurs des Nations Unies l'ont confirmé. Ils ont déclaré qu'il était impossible de déterminer l'angle de chute une fois que l'empennage a été déplacé ou retiré de son emplacement d'origine. Nemoguće je izmjeriti i beznačajna je ako La marge d'erreur n'a aucun sens si il y a eu modification sur les lieux. Et les représentants onusiens ont même proposé des marges d'erreur très généreuses. Si cela avait été possible, les Nations Unies auraient encore plus élargi cette marge pour accuser les Serbes, mais elles ne l'ont pas fait. Alsop et les représentants des Nations Unies, lors des enquêtes, ont prouvé qu'il était inexact et incorrect d'imputer la responsabilité aux Serbes et au docteur Karadzic sur la base de ce que involontaire Berko Zečević a établi par la suite. Ekscelencija, tužilaštvo. Madame, Messieurs les juges, l'accusation est incapable de trouver dans les documents fondamentaux de Republika Srpska quelque élément de preuve que ce soit. La Republika Srpska, depuis le début, a agi en se fondant sur des documents et des décisions, et non en se fondant sur des parties de phrases. Elle a établi la Constitution, des lois, des décisions, des déclarations, des propositions. Et le gouvernement a adopté une grande quantité de lois et de décisions. Et par la suite, après le mois de décembre 1992, le président lui-même a publié un grand nombre d'ordonnances, de décisions publiques et confidentielles, notamment des appels. Et l'accusation n'a pas trouvé un seul document fondamental pour prouver que le peuple serbe a eu l'intention d'arriver à ce qui s'est passé dans la réalité. Nous savions ce qu'il allait arriver et nous avons imploré, ne commençons pas une guerre civile. Il était clair à l'époque que tout pouvait se résoudre pacifiquement, que les Serbes étaient pour cette résolution pacifique. Le témoin Kutijero a déposé et a déclaré que, au tout début, lorsque Karadzic était toujours au pouvoir, avant le 14 août 1992, Karadzic
était prêt à céder énormément de territoire pour préserver la paix. Il y a énormément d'éléments de preuve à cet égard. La Croatie, à l'époque, et cela ressort clairement, avait des lois racistes. Et il est également clair pourquoi autant de Serbes et de Juifs ont souffert des mains des Croates. La Republika Srpska n'avait pas de telle loi. La directive numéro 7 ne compte pas parce qu'elle n'a jamais été mise en œuvre. Mladic l'a modifiée sans moi. Si cela avait été ma directive, il n'aurait pas eu l'autorisation de la modifier sans mon approbation. Il n'y a aucun mot, à l'exception de certains termes prononcés en passant par des membres de l'Assemblée, mais isolément. Et j'ai été forcée de prononcer des discours politiques. J'ai dû convaincre l'Assemblée que nous devions accepter tout cela. Et ces représentants à l'Assemblée étaient en droit d'être en colère. Cependant, il ne s'agit pas là de lois qui illustrent le comportement d'agences ou de représentants officiels de l'État. Il s'agit de débats entre membres d'une assemblée ou d'articles de journaux. Et cela ne montre pas le comportement d'un État. Il n'y a que les documents fondamentaux du dit État qui gouvernent le comportement de cet État. Alors, je voudrais également insister sur la chose suivante. Si les dirigeants serbes avaient été autres, si ils n'avaient pas compté sur autant de professeurs proéminents, d'universitaires, de docteurs et d'autres, Dieu seul sait à quoi aurait ressemblé la guerre à l'époque. Mais rien de ce qu'il s'est passé n'a été le fruit du comportement de l'État. Nous avons plusieurs éléments de preuve pour montrer que le peuple qui voulait cohabiter pacifiquement aurait pu le faire en attendant une solution politique. La guerre n'a pas eu lieu parce que je l'ai voulu. Cette guerre a été horrible, et à Dieu plaise qu'il n'y en ait plus d'autres de la sorte. Mais cela ne relève pas de moi. J'ai confiance dans les juges de la Chambre. Je suis sûre que les juges de la Chambre vont étudier minutieusement chaque document, chaque pièce à conviction, apportée à la fois par la défense et par l'accusation. Et quand cela aura lieu, il ne fait aucun doute qu'un acquittement sera prononcé. Alors, je tiens à présenter mes excuses à tout le monde pour mon amateurisme, mais ma soif de vérité est beaucoup plus forte que mes connaissances juridiques. Le juge Cohen, merci. À moins qu'il y ait des questions à soulever, nous allons lever l'audience bientôt et les juges de la Chambre vont se retirer pour délibérer sur les éléments de preuve qui ont été admis au dossier pendant le procès. Cette affaire a une ampleur sans précédent. Le premier témoin à charge a déposé le 13 avril 2010 et le dernier témoin à décharge a déposé le 20 février 2014. Pendant ces 4 années, les juges de la Chambre ont entendu près de 600 témoins et admis plus de 11 500 pièces qui représentent plus de 146 000 pages. La quantité de documents déposés par toutes les parties en l'espèce s'élève à 90 000 pages et 48 000 pages consignées pendant les audiences en l'espèce. Nonobstant l'ampleur du procès, grâce à la coopération des parties et au professionnalisme dont tout un chacun qui y a participé a fait montre,
Le procès s'est déroulé sans heurts. En conséquence, au nom des juges de la Chambre, j'aimerais commencer par remercier les parties de leur professionnalisme tout au long du procès. J'aimerais également remercier le Conseil d'appoint et son équipe. J'aimerais à présent passer à nos greffiers et huissiers et désire exprimer ma reconnaissance pour leur aide pendant ce procès. Les juges de la Chambre remercient les interprètes et les sténotypistes qui ont eu maille à partir. Nous remercions le département audio et vidéo, le service ITSS, ainsi que la section d'aide aux victimes et aux témoins, la section chargée de la sécurité et la police néerlandaise. Les juges de la Chambre désirent également remercier tous les États qui ont coopéré à ce procès en application de l'article 54 bis du règlement. Et enfin, je vais passer à notre personnel des chambres, sans l'aide de qui il aurait été impossible de conduire ce procès. J'aimerais citer nommément un par un ces personnes et les consigner au compte-rendu en témoignage de notre gratitude. Tout d'abord, ceux qui se n'ont plus dans cette affaire ni au TPY. Lorna Davidson, Linda Murnane, Grant Dawson, Rachel Hopi, Stephen Coe, Amy Eusen et Aurélie Rochemer. Ensuite, ceux qui sont encore parmi nous. Nolwenn Guibert, Silva Hinek, Viviana de la Peña Escobar, Nakako Onishi, Arshan Aturelia, Sun Kim, Kirsten Kalun, Christine Keller et Cliff Farang. Nous avons également bénéficié de l'aide incommensurable des boursiers suivants: Alia El-Khatib, Na Hee-yoon, Kyung-hwa Min, Joo-hon Lee, Jaemin Chong et Harin Song, ainsi que de la contribution de plus de 70 stagiaires. J'aimerais toutes et tous les remercier de leur travail, de leur dévouement à l'égard de la Chambre lors de ce procès. Et enfin, nous remercions également nos secrétaires respectives de leur aide et de leur dévouement. À présent, en application de l'article 87 du règlement de procédure et de preuve du tribunal, je clos l'audience. Les juges de la Chambre vont se retirer pour délibérer à huis clos et publieront une ordonnance portant calendrier pour le prononcé du jugement en temps utile. L'audience est levée.